Alors vous avez tout à l'heure, vous avez fait référence à la résistance, Oui. vous parlez souvent de dictature, mais vous ne pensez pas que l'Union européenne permet aux États européens d'être plus puissants face aux États-Unis? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment est-ce que vous croyez vraiment que c'est ce que l'on constate? Les États-Unis, qui avaient donc au début favorisé l'Union européenne, aujourd'hui sont très réticents à la construction, la solidification de l'Union. Ah, vous le croyez? Et si les États-Unis étaient réticents, pourquoi est-ce qu'ils veulent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Pourquoi est-ce qu'ils l'exigent? Ils ont exigé ce qui va se passer au 1er juillet prochain. Nous allons passer dans une Europe à 28 avec l'adhésion de la Croatie au 1er juillet. Pourquoi les États-Unis ne cessent de pousser à l'adhésion de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan? Donc les États-Unis, non. Non, ce qu'il faut voir d'abord quand on parle des États-Unis, il faut savoir de quoi on parle. Il y a différents cercles de pouvoir aux États-Unis. Vous avez les dirigeants nationaux américains. Le président des États-Unis, qui malheureusement n'a pas beaucoup de pouvoir, qui est un peu une marionnette, mais il y a derrière lui ce qu'on appelle le ministère de la Défense, le complexe militaro-industriel, le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et vous avez aux États-Unis d'autres cercles de pouvoir. Vous avez des lobbies puissants qui s'exercent, et puis lobby industriel, lobby économique. Vous avez aussi des entreprises qui jouent, par exemple, en ce moment sur l'euro, certaines agences de notation qui jouent la chute de l'euro pour gagner de l'argent à court terme. Et l'objectif des autorités américaines nationales, c'est de maintenir l'euro. On a vu d'ailleurs Mme Merkel, M. Schäuble, le ministre des Affaires économiques au gouvernement de Berlin, ont été convoqués aux États-Unis. Pour répondre à votre question, rappelez-vous de 2003. En 2003, les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak. Bon, ils ont inventé de toutes pièces l'idée que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein était un régime démocratique. Je dis simplement que dans l'ensemble des pays du monde arabo-musulman, il y a peu de régimes démocratiques. Puis d'ailleurs, la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est encore un autre problème. Est-ce que les États-Unis sont une démocratie? Oui, en apparence. Mais en réalité, tout est fait pour que les Américains aient le choix entre deux partis qui se ressemblent, hein, les républicains ou les démocrates. Il y a beaucoup d'autres partis aux États-Unis, mais qui n'ont pas accès aux médias, ou pratiquement peu. C'est quelque chose que l'on ne sait pas assez, mais aux élections présidentielles américaines, par exemple, on présente toujours dans tous les pays du monde, comme si c'était une opposition entre républicains et démocrates, mais aux dernières élections, il y avait 14 candidats. On ne parle jamais des 12 autres. Hein. C'est d'ailleurs de plus en plus ce qui se passe en France, hein, où on fait croire aux Français qu'ils n'ont le choix qu'entre l'UMP et le Parti Socialiste. Et on ne parle jamais de ce qu'il y a ailleurs. Pour en revenir donc aux États-Unis, en 2003, il y a eu, donc, ils ont décidé d'intervenir en Irak et ils ont inventé l'idée que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Qui est-ce qui s'est opposé au Conseil de sécurité des Nations Unies? Vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la clé de voûte du système du droit international. Et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui autorise ou non les guerres légales en vertu de ce qu'on appelle le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Qui est-ce qui s'y est opposé? La France. Alors que tous les pays européens étaient derrière, étaient alignés sur les États-Unis. Mais justement. Et l'opposition de la France a permis d'empêcher les États-Unis d'obtenir le feu vert du Conseil de sécurité. Ils ont donc outrepassé le Conseil de sécurité, ils ont déclenché une guerre illégale au regard du droit international en allant en Irak et d'ailleurs avec pratiquement tous les pays de l'Union européenne. Oui, mais justement, vous parlez d'une dictature européenne, de l'Union européenne. Justement, dans ce cas-là, dans la seconde guerre du Golfe, certains États européens, comme la France, ont dit non à cette guerre et n'ont pas été obligés par l'Union européenne de faire la guerre. Oui, mais là on est dans un cas particulier. Je ne dis pas qu'il n'est pas... on est dans un cas où la France a désobéi à à ce qu'on appelle le deuxième pilier de Maastricht qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune. Mais remarquez bien qu'on ne l'a fait, ça n'a duré que quelques semaines, puisque par ailleurs on s'était opposé à la majorité des États membres, et puis ensuite M. Chirac et M. de Villepin, qui avaient pris une position courageuse à l'époque, ont été obligés de rentrer dans le rang et de se remettre avec tout le monde. Hein. Et donc, alors que normalement, si nous avions été un pays indépendant, nous aurions poursuivi notre avantage. Alors que la France s'est opposée à cette guerre qui était une guerre illégale, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu des files d'attente qui se sont créées dans toutes les alliances françaises à travers le monde. Les alliances françaises, c'est un institut où on apprend le français aux adultes ou aux étudiants. Eh bien, d'un seul coup, la France a retrouvé une audience mondiale. Il y avait des files d'attente à Buenos Aires en Argentine, à Moscou en Russie, à Mexico au Mexique, à Pékin en Chine, à New Delhi en Inde, au Caire, en Égypte, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont dit «
là, on retrouve enfin la France fidèle à ses traditions révolutionnaires, les grandes traditions françaises. On a des traditions qui sont des belles traditions, mais on en a beaucoup moins bonnes. Je le disais tout à l'heure ici, c'est un haut lieu de la résistance. Il y a dans l'histoire de France, en 1940, il y a une partie de la France, une grande partie qui est devenue collaborationniste, mais il y a eu aussi la résistance. Donc on a une histoire en France, comme dans tous les peuples du monde, avec des hauts et des bas. Mais les beaux moments de l'histoire de France, ce sont des moments où la France a porté le message de la liberté, de l'émancipation des peuples et des nations. Et c'est ce qui s'est reproduit en 2003, où il y a eu effectivement un très grand soutien de l'opinion publique mondiale. Il y avait pratiquement plus de 80% de l'opinion publique mondiale et de la plupart des gouvernements en Amérique latine, au Maghreb, en Afrique, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, qui soutenaient la position française sur cette question. Mais on a été obligé de rentrer dans l'Europe. Et vous voyez actuellement, est-ce que vous croyez que M. Sarkozy s'oppose aux États-Unis?